Nous voyons que les politiciens promettent principalement que les impôts vont baisser et qu'ils trouveront des sources de financement supplémentaires pour certains groupes parmi l'électorat, etc. Donc si vous promettez toujours de réduire les impôts et d'augmenter les dépenses, eh bien, évidemment, la dette va augmenter. Nous voyons que c'est assez substantiel même dans l'Union européenne et aux États-Unis, où la dette par rapport au PIB est très élevée. Dans les pays qui ont plus d'investisseurs étrangers et n'ont pas la capacité d'émettre leur propre monnaie, comme la Grèce, l'Italie ou la France, cela peut s'avérer être quelque chose qui peut déstabiliser leur code de crédit dans le domaine des investisseurs internationaux. Cela peut produire des problèmes fiscaux qui ne peuvent pas être facilement résolus si nous nous en tenons à cette manière très rigide de voir les choses et qu'il n'y a pas de monétisation de la dette publique, quel qu'en soit le coût. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui encore une fois un économiste et un véritable praticien monétaire de tout premier ordre. J'ai avec moi Dejan Šoškić, l'ancien gouverneur de la Banque nationale de Serbie, qui est bien sûr la banque centrale de la Serbie, c'est-à-dire l'institution qui imprime la monnaie serbe. Il a occupé cette fonction de 2010 à 2012. Le Dr Šoškić est également actuellement professeur à la faculté d'économie de l'Université de Belgrade et conseiller auprès de plusieurs banques privées et centrales. Professeur Šoškić, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Professor Šoškić, thank you so much for coming online today. Thank you for inviting me. Merci de m'avoir invité. Je voulais parler à un vrai banquier central depuis très longtemps, car la Banque centrale est l'une des parties les plus fascinantes du système monétaire et de l'intersection entre l'argent et la politique. Ma première question est la suivante. Je considère toujours les banquiers centraux comme des personnes qui utilisent probablement des approches très réalistes pour essayer d'estimer l'économie et comment les différentes parties de l'économie fonctionnent ensemble. Et pour moi, la théorie qui décrit cela le mieux, la mécanique monétaire, est la théorie monétaire moderne, la TMM. Vous, en tant qu'ancien banquier central, suivez-vous la pensée de la TMM ou non? Do you follow MMT thinking or not? Well, you know, I've been obviously Eh bien, vous savez, j'ai évidemment été introduit au sujet lorsqu'il est apparu dans le domaine international. La théorie monétaire moderne semble innovante et moderne, etc. Mais fondamentalement, si je regarde certains éléments de cette théorie, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau, à mon avis. Si vous dites que le gouvernement peut imprimer sa propre monnaie, nous le savons, n'est-ce pas? Il peut toujours financer la dette publique sans problème si la dette publique est en monnaie locale. Nous le savons. Je veux dire, vous êtes au Japon, et le Japon est essentiellement un très bon exemple que le pays peut même faire monter la dette publique par rapport au PIB au-dessus de 250%. Et vous n'aurez pas de crise de la dette publique, parce que c'est pas la même chose si vous émettez de la dette dans votre propre monnaie que vous pouvez imprimer, ou si vous émettez de la dette dans la monnaie d'un autre pays, ce qui est le cas essentiellement pour la plupart des pays de la zone euro aujourd'hui. Et pour les économies émergentes aussi, qui sont, vous savez, plus ou moins forcées afin de vendre leur dette publique, elles doivent libeller cette dette en dollars, principalement, dans une certaine mesure, en euros, n'est-ce pas? Donc, les gouvernements qui ont cette capacité d'émettre leur propre monnaie et d'avoir leur dette dans leur propre monnaie ne feront jamais faillite. Et je dirais que c'est plus important que facile à suivre et à comprendre. Maintenant, la théorie matter Keeling, essayer Sanchin Madame Glimper, av assured att utvisas tillgång till small, inbrängnoter à travers le monde. Monetary policies throughout the world. We have seen
Nous avons vu de nombreux cas où les gouvernements produisent plus d'argent qu'il n'est approprié pour préserver la stabilité des prix. Par exemple, les gens ont tendance à penser à la guerre qu'Israël menait en 1967 contre ses voisins arabes. Mais les gens n'ont pas toujours à l'esprit qu'à cette époque, Israël connaissait une forte inflation de plus de 400% par an, car il finançait ses énormes dépenses. Sans parler de la République Weimar et de l'inflation de 1922 et 1923. Nous avons lu à ce sujet dans les livres de remarques, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, dans de nombreux pays, y compris la Yougoslavie où je suis né, nous avons connu un cycle d'inflation relativement élevé parce que le gouvernement imprimait essentiellement plus d'argent pour payer des dépenses qu'il n'avait pas préalablement taxées. Il comptait sur le fait qu'il pouvait produire de l'argent pour couvrir ses dépenses, et quel que soit le montant des impôts collectés, cela était considéré comme suffisant. Mais il y avait un surplus qui devait être payé, et il est payé par la production de monnaie. Cependant, le problème y réside dans la mesure de combien vous faites cela. Parce que cette manière de produire de l'argent est celle qui est très souvent non prise en compte par la plupart des analystes aujourd'hui. C'est une production d'argent sans dette. Lorsque vous faites ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique, cela signifie que vous produisez essentiellement de l'argent pour financer les dépenses de votre dette publique. Et si cela est trop élevé pour les circonstances économiques actuelles, cela peut générer de l'inflation. Vous savez, quiconque pense que l'inflation aux États-Unis et dans le monde en 2022 et 2023 n'a rien à voir avec l'énorme expansion monétaire et budgétaire antérieure des États-Unis en 2020 et 2021, se trompe. Le dernier plan livré par l'administration Trump et le premier paquet de l'administration Biden était énorme. Il fonctionnait avec des déficits publics en 2020. Environ 15% du PIB des États-Unis représentait le déficit budgétaire aux États-Unis à cette époque, puis environ 12% l'année suivante. Après cela, vous avez eu de l'inflation, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Car le dollar est utilisé pour la plupart des transactions internationales et comme moyen par lequel les matières premières internationales sont échangées sur les marchés internationaux. Toutes sont plus ou moins exprimées en dollars américains. Donc une fois que le dollar commence à perdre de la valeur sur son propre marché, il commence également à perdre de la valeur partout où il est utilisé comme moyen de paiement. Mais cela dépend beaucoup de la capacité ou du besoin de cette monnaie dans l'économie. Et avec le dollar américain, bien sûr, pas seulement au niveau national, mais aussi à l'étranger. Parce que le Japon, encore une fois, est un exemple de politique budgétaire très expansionniste, n'est-ce pas? Entre 2010 ou 2012 et 2022, la Banque nationale du Japon a en quelque sorte triplé ou quadruplé la base monétaire. The Japanese National Bank kind of tripled or quadrupled the fiscal base, which is like huge. But they didn't. Ce qui est énorme, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif d'inflation de 2%, ce qui est juste un signe que les marchés voulaient absorber cela, n'est-ce pas? Les marchés adorent les obligations d'État libellées en yens japonais. Ils les prennent comme Oui, ils sont considérés comme un actif sans risque, ce qui est recherché par les fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels, mais aussi par les investisseurs privés. Pourquoi ne pas avoir un actif sûr? Il est bien mieux d'avoir une obligation d'État qu'un dépôt à la banque. Le gouvernement est beaucoup plus sûr qu'un dépôt à la banque. Donc, chaque banque est fondamentalement un risque plus élevé que le gouvernement.
Il est donc naturel d'avoir une forte demande pour ceci. D'un autre côté, beaucoup de ces obligations sont achetées en interne. Les investisseurs japonais font la queue pour acheter des obligations japonaises. Et par conséquent, la fragilité du système est bien moindre que dans certains marchés émergents, ou comme c'était le cas avec la Grèce, par exemple. Les étrangers de beaucoup de dettes peuvent faire lorsqu'ils percevaient que le risque augmentait. De plus, la Grèce n'avait pas la capacité de monétiser sa sortie de cette situation, d'imprimer sa propre monnaie, car elle était essentiellement endettée dans une devise étrangère, sur laquelle elle n'avait aucun contrôle. Seriez-vous d'accord avec cela? Oui, absolument. L'euro est une monnaie étrangère, Fabrice. Ils ne peuvent pas produire des euros comme ils le souhaitent. L'Allemagne non plus. La France non plus. Donc la décision de la production d'euros relève de la BCE. Et nous avons vu à cette époque une situation assez conflictuelle au sein de la BCE et parmi les autres institutions de l'Union européenne, car il serait normal d'essayer d'aider ces économies qui échouent en quelque sorte, à être plus ouvertes à l'achat de leurs dettes et à soutenir la valeur de leurs obligations sur le marché, essentiellement à commencer à imprimer de l'argent, à produire de l'argent, dans le but de fournir une stabilité financière. Cependant, cela a été fortement opposé par un groupe de pays au sein de la zone euro, et nous avons vu que l'idée qui a finalement prévalu était celle qui poussait vers l'austérité et traitait essentiellement le fonctionnement du budget du pays comme le budget d'un ménage, ce qui n'est pas le cas. Quelqu'un pourrait également faire un très bon point en disant, eh bien, que se passerait-il s'il y avait une monétisation complète de la dette souveraine grecque lorsque le problème est survenu? Que se passerait-il? Quel pourcentage du volume total d'argent au sein de l'UMMOR serait dépensé? Aurions-nous la crise? Aurions-nous les faibles niveaux de reprise post-crise de 2007 et 2008 qui se sont effectivement produits dans la zone euro? Quels sont donc les coûts et les avantages de s'en tenir à cette formule très rigide selon laquelle vous ne pouvez pas utiliser la monétisation de la dette publique dans certaines situations? Ce que je veux dire, c'est que, disons, au cours des 20 ou 30 dernières années, la non-monétisation de la dette publique est devenue, disons, le dogme dominant dans les cercles financiers mondiaux, qu'il est interdit de le faire. En réalité, vous ne pouvez pas imprimer de l'argent et acheter directement une obligation d'État, mais vous pouvez faire la même chose, imprimer de l'argent et acheter l'obligation d'État sur les soi-disant marchés secondaires. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux voies? La première voie consiste à monétiser la dette publique, n'est-ce pas? Créer plus d'argent. La deuxième voie dit en fait quelque chose comme ceci. Le gouvernement, s'il veut emprunter, doit emprunter sur les marchés privés, vendre les obligations aux banques et autres, et alors vous n'augmenterez pas la masse monétaire. Mais ensuite, pour ainsi dire, dans une étape distincte, la Banque centrale, conformément à ses politiques de marché ouvert, commencerait à acheter cette dette et à émettre essentiellement plus d'argent. Donc, au lieu de le faire en une étape, vous le faites en deux étapes. Le résultat est assez similaire, vous savez. Vous réduisez dans le secteur privé et leur donnez un peu plus de profit qu'ils n'en auraient autrement, n'est-ce pas? Parce que vous l'achetez avec une petite prime de leur part. Oui, je veux dire, l'obligation est en fait, comme vous l'avez dit, dans le cas du Japon, mais aussi dans le cas de nombreux autres pays, un actif très très recherché. Certaines personnes disent que les individus riches et les institutions riches, au lieu d'être taxés, ont eu l'opportunité d'investir dans des obligations et de recevoir des intérêts, n'est-ce pas? Cela correspond donc à ceux qui préconisent une augmentation de la fiscalité
comme moyen de résoudre de nombreux problèmes liés au secteur financier public à l'échelle mondiale. Parce que si nous analysons ce qui se passe dans un cycle politique normal dans les décennies qui nous précèdent, nous voyons que les politiciens promettent principalement que les impôts vont baisser et qu'ils trouveront des sources de financement supplémentaires pour certains groupes parmi les électeurs, etc. Donc, si vous promettez toujours de réduire les impôts et d'augmenter les dépenses, eh bien, évidemment, la dette va augmenter. Nous constatons que c'est assez substantiel même dans l'Union européenne et aux États-Unis, où la dette par rapport au PIB est très élevée. Au Japon, elle dépasse également toutes ses limites, mais le Japon reste stable. Cependant, dans les pays qui ont plus d'investisseurs étrangers et n'ont pas la capacité d'émettre leur propre monnaie, comme la Grèce, l'Italie ou la France, cela peut s'avérer être quelque chose qui peut déstabiliser leur code de crédit dans le domaine des investisseurs internationaux. Cela peut produire des problèmes fiscaux qui ne peuvent pas être facilement résolus si nous nous en tenons simplement à cette manière très rigide de voir les choses et qu'il n'y a pas de monétisation de la dette publique, quel qu'en soit le coût. Il y a cette conception selon laquelle, si nous monétisons, je veux dire, si la dette publique augmente parce que nous monétisons les dépenses, alors ce que nous faisons, c'est transférer la consommation d'aujourd'hui sur les générations futures. Les générations futures devront rembourser la dette publique. Les générations futures souffriront parce qu'elles devront physiquement trouver l'argent pour payer notre consommation d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une façon complètement erronée de penser à la manière dont cela fonctionne. Mais comment y pensez-vous? Eh bien, je le vois de la manière suivante. Tout d'abord, si vous monétisez la dette publique, cela ne signifie pas que la dette va augmenter. Vous produisez simplement de l'argent et ne créez pas d'endettement supplémentaire pour le pays. C'est un aspect. Le deuxième aspect est que nous devons entrer dans les détails de ce que le gouvernement finance réellement. Est-ce qu'il a des dépenses qui visent, pour ainsi dire, à augmenter le volume global de notre gâteau, que nous appelons PIB? C'est très similaire à la consommation normale des ménages. Si nous prenons un prêt juste pour acheter, disons, une voiture ou un téléviseur, eh bien demain nous aurons le même revenu dont nous devrons prendre une certaine portion pour rembourser. Donc notre demande va diminuer à l'avenir parce que notre demande a augmenté aujourd'hui. D'accord. Mais si le gouvernement investit, ou si le ménage investit, si vous investissez, par exemple, dans votre capital humain, vous payez des frais de scolarité et obtenez, disons, une meilleure éducation, alors demain, grâce à cet investissement, vous pourriez avoir un salaire plus élevé. Cela ne signifie pas nécessairement qu'augmenter le niveau de la dette aujourd'hui sera un fardeau plus lourd pour les générations futures. Car peut-être que les générations futures auront des revenus plus élevés et ne seront donc pas autant accablés par le remboursement de la dette. Cependant, dans le contexte des circonstances dans lesquelles nous nous trouvions ces 10 dernières années environ, avec des taux d'intérêt considérablement réduits, on pourrait également soutenir que cela n'a vraiment pas d'importance si les taux d'intérêt sont proches de zéro ou parfois même négatifs. Vous savez, le montant de la dette n'a vraiment pas tant d'importance. Je continue de dire, je veux dire, une dette de 250 ou 300% du PIB au Japon, ça n'a pas d'importance. Cela pourrait être 3000 tant que la demande est là pour que ce type d'argent circule. Tout va bien. Cela ne s'effondrera pas, car c'est de toute façon un système circulaire. Si la base d'investisseurs est prête à investir, comme vous le dites, dès que les obligations sont disponibles, donc s'il y a une demande, si personne ne veut se retirer,
S'il y a la dette dans la monnaie qui peut être produite par le pays émettant la dette, c'est un aspect très important. S'il y a un pays qui a le potentiel d'augmenter d'autres taxes, comme le Japon, qui, je crois, a une taxe sur la valeur ajoutée relativement basse, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans une telle économie, si vous abordiez simplement cette question, peut-être en augmentant un peu plus du côté de la taxe sur la valeur ajoutée, vous généreriez d'énormes revenus pour le gouvernement. Mais la dette elle-même n'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est quelque chose qui, à mon avis, ne devrait pas augmenter sans aucun contrôle. Et les dépenses publiques peuvent parfois aussi générer de l'inflation. Nous devons nous préoccuper de ce qui arrive à l'inflation. Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous allons augmenter la dette, le casse-tête, mais nous devons parfois retirer la demande du système en émettant des obligations afin de ne pas générer d'inflation dans l'économie. Mais c'est aussi, disons, d'un pays à l'autre. Les pays émergents sont, je dirais, les plus vulnérables. C'est quelque chose qui est parfois négligé. Lorsque nous pensons à la manière dont les États-Unis ont combattu l'inflation dans les années 1980, il y avait ce gouverneur de banque centrale très réussi, Paul Volcker, vous savez, et il a réussi à freiner l'inflation aux États-Unis. Mais en même temps, pour y parvenir, il a tellement augmenté les taux d'intérêt que tous les autres pays qui étaient obligés d'émettre leur dette publique en dollars devaient essentiellement rivaliser avec ces taux d'intérêt. C'est pourquoi le Mexique, l'Argentine, le Brésil et les autres ne pouvaient tout simplement pas payer ces taux d'intérêt élevés. Et nous avons alors eu cette crise de la dette souveraine au niveau des économies émergentes et en développement à l'époque. Oui, mais encore une fois, des États qui ont émis des dettes libellées dans une autre monnaie que la leur. C'est juste la chose originale, n'est-ce pas? Et parfois, vous devez le faire. Mais ensuite, c'est ce sur quoi vous perdez le contrôle. Je dois changer un peu, parce que vous, en tant que gouverneur de la Banque nationale de Serbie, de par cette position, êtes également devenu, en 2010, membre du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas membre du conseil, mais mon pays est un pays membre de la BRI, et j'ai été, en tant que tel, invité à ces réunions qui ont lieu tous les 2 mois pour participer à certaines discussions. La BRI est, disons, un terrain très utile pour les discussions. Mais en même temps, les pays les plus importants sont essentiellement beaucoup plus impliqués dans la création de réglementations potentielles pour le système financier mondial dans son ensemble. Je me demandais juste à propos de la BRI, la Banque des règlements internationaux, car c'est une institution tellement intéressante par sa nature, existant essentiellement de manière extraterritoriale et ayant sa propre souveraineté en tant que banque, fonctionnant comme la banque des banques centrales. Il y a beaucoup de mythes autour d'elle concernant son existence et ses opérations obscures, mais je pense que beaucoup de cela est mal orienté. Je veux dire, la BRI, que fait exactement la BRI? Et lorsque vous vous êtes réunis lors de ces réunions, quelle était la principale préoccupation? Beaucoup de choses qui sont discutées concernaient essentiellement la régulation du système bancaire et d'autres institutions financières. Et c'est un très bon forum où les banquiers centraux peuvent se réunir et ils produisent essentiellement des documents qui sont publiquement disponibles. Lorsque vous allez sur le site de la BRI, vous verrez qu'il y a des documents en cours d'élaboration qui sont accessibles à tous pour être lus, analysés et critiqués. Ce faisant, ils aident essentiellement au processus de développement de ces documents jusqu'à ce qu'ils atteignent leur stade final. Une fois adoptés, ils doivent ensuite être mis en œuvre
dans les législations nationales locales pour fonctionner correctement. In order to properly work. And I would say that there is a very good system of Et je dirais qu'il existe un très bon système pour offrir des conditions équitables aux institutions comme les banques qui opèrent dans divers pays, afin de ne pas avoir certains types d'avantages comparatifs parce que vous opérez dans une juridiction qui exige de vous, en tant que banque, un niveau de critères inférieur, et ainsi de suite. Cela est souvent appelé passer d'une juridiction à une autre, pour éviter un environnement compliqué. La BRI a également été, je dirais, la première véritable organisation financière internationale organisée après la Première Guerre mondiale. Elle était essentiellement censée faciliter les paiements qui étaient imposés comme obligation par le traité de Versailles à certains pays, principalement l'Allemagne, n'est-ce pas? Mais plus tard, c'est aussi essentiellement l'institution dans laquelle les banques centrales peuvent avoir leurs propres comptes. Ainsi, vous pouvez avoir des règlements de balance des paiements sur leurs comptes. Mais de nos jours, lorsque vous avez la capacité de commercer librement et d'effectuer des paiements au niveau des banques commerciales, ce rôle n'est plus aussi important, car vous aurez, par exemple, des augmentations et des diminutions des réserves de change des banques centrales, que vous ayez ou non effectué des opérations par le biais du système de compensation et de règlement de la BRI. La BRI, cependant, offre encore certains instruments pour les banques centrales qui souhaitent conserver leurs réserves au sein de la BRI. Donc, pour les avoir, disons, investis dans des actifs sûrs et liquides, Peut-être essentiellement prérogative que pour toutes les réserves de change soient investies. Ce serait donc cet actif liquide et sûr pour la BRI, maintenant, ce panier de devises qu'il gère. Ou le panier de devises est-il vraiment juste une estimation d'une unité de compte? Ils disposent de plusieurs instruments qui sont essentiellement, comme vous le dites, formés comme des paniers avec divers instruments à l'intérieur, assez solides et liquides, et avec de faibles risques. Je dirais donc qu'ils sont très bien conçus pour répondre aux besoins des banques centrales en matière de gestion de leurs réserves de change. Mais de nos jours, les banques centrales, les banques nationales, règlent-elles les comptes des unes et des autres par l'intermédiaire de la Banque centrale? Et les banques centrales, entre elles, ont-elles également des règlements à effectuer? Le font-elles principalement par l'intermédiaire de la BRI ou le font-elles principalement en détenant des comptes les unes pour les autres et en effectuant des compensations directes entre elles? Eh bien, traditionnellement, le système fonctionnait de manière à ce que les banques centrales aient l'or comme principal composant de leurs réserves sous l'étalon or, etc. Londres était l'endroit où de nombreuses banques centrales déposaient leurs réserves d'or sous une forme standardisée. Ainsi, chaque fois qu'il y avait besoin de payer d'une banque centrale à une autre, cela se faisait de manière très simple à Londres, dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Is a step can't start a stember fair step than mall, North BSPI. Déplacement physique. Yes. I mean, you have let's say, oui. Je veux dire, vous avez encore certains éléments de cela aujourd'hui. Vous savez, c'est pas seulement de l'histoire, mais ce n'est pas vraiment d'une importance pratique aujourd'hui. Par exemple, si un pays paie trop pour ses importations, les banques commerciales paieraient ce qu'elles doivent payer. Leurs clients utiliseraient soit leur propre argent, soit contracteraient un prêt auprès de quelqu'un, soit localement, soit à l'international. S'il n'y a pas assez de devises étrangères disponibles, il y aurait une pression pour déprécier la monnaie locale, à partir de laquelle les paiements sont effectués,
où il y aurait une intervention des réserves de la Banque centrale. There would be basically an intervention from the reserves of the central bank. So that's the way how this, balance. Ainsi, c'est de cette manière que cet équilibre des paiements sera finalement égalisé. De nos jours, ce n'est pas, je dirais, une priorité dans le fonctionnement normal, mais c'est toujours disponible, et certaines banques centrales l'utilisent encore. Je dirais que la BRI a fait un excellent travail en s'éloignant des rôles de base pour lesquels elle a été conçue, pour devenir un forum mondial très important pour la discussion de sujets financiers. Nous connaissons évidemment les normes de Bâle. Et je pense qu'en raison des normes de Bâle, je dirais qu'elles sont l'une des normes internationales les plus réussies mises en œuvre à l'échelle mondiale. Il existe un forum où les débats se déroulent et il y a toujours un processus de vérification pour savoir si la réglementation a été mise en œuvre dans la législation nationale, qui est en retard sur les promesses, qui ne l'est pas, et essentiellement tout ce qui est produit comme document dans les documents de la BRI. C'est quelque chose qui est régulièrement mis en œuvre dans diverses juridictions nationales à travers le monde, ce qui est une très bonne chose pour atteindre des conditions de concurrence équitables sur le marché mondial. Si vous n'aviez pas cela, vous auriez toujours des situations qui produiraient une sorte d'avantage concurrentiel pour certains acteurs. Et ça serait vraiment, à mon avis, préjudiciable au système financier mondial. Et corrigez-moi si je me trompe, mais mon impression est que les banquiers centraux, en général, s'intéressent et se préoccupent principalement de la stabilité du secteur bancaire, pas nécessairement des marchés financiers, mais de la banque. C'est quelque chose que vous voulez voir fonctionner de manière stable, n'est-ce pas? Eh bien, cela dépend du mandat légal de la Banque centrale dans un certain pays. Principalement, les banques centrales se préoccupent de la stabilité des prix, visant un niveau bas et une inflation stable. Ensuite, certaines banques centrales, comme la Banque centrale européenne, sont également des superviseurs du secteur bancaire. Et certaines banques centrales supervisent également d'autres parties des marchés financiers et d'autres types d'institutions financières. Depuis la crise de 2007-2008, les banques centrales ont également adopté principalement la fonction de stabilité financière globale. Ce qui se passe généralement, c'est qu'au niveau national, il existe une sorte d'organe de coordination entre la Banque centrale, le ministère des Finances et peut-être une autre agence responsable de la supervision de certaines institutions financières. Ils auraient besoin d'avoir une sorte de conseil de stabilité financière ou quelque chose de similaire au niveau national. Ainsi, la stabilité financière est aujourd'hui également un rôle très important pour les banques centrales. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.